Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 octobre, c'est la dernière émission de la semaine et le titre du jour est « Victoire aux acheteurs ?» point d'interrogation. En effet, si vous regardez sur la semaine, on est monté en début de semaine, on a chuté mercredi et jeudi, mais on est remonté jeudi soir. Et aujourd'hui, vendredi, eh bien, le CAC et le DAX sont en hausse sur la semaine. Donc en Europe, pour l'instant, si on clôturait ainsi d'ici 2 heures, eh bien, on pourrait dire victoire aux acheteurs. Concernant les indices américains, on va voir les configurations en place. Mais il semblerait qu'on ait trouvé un support solide sur la zone des 2120 points. Un double creux, un double bottom se dessine. S'il se validait, il aurait pour objectif les plus hauts historiques, voire de nouveaux records. La baisse serait-elle donc terminée après 3 séances de consolidation? C'est une option, un scénario dont nous avions parlé hier, alors que tout le monde devenait fataliste, pessimiste et baissier. Mais alors que la volatilité n'explosait pas, que l'or ou que le yen ne montrait pas une situation de stress, eh bien voilà, on a tenu, les supports n'ont pas cassé et les acheteurs reprennent la main. Bienvenue à tous pour ce point, je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant de commencer, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette vidéo et les CFD, je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir converser avec moi. Comme à chaque émission, donc cet après-midi, on voit les derniers mouvements intraday, les mouvements sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités US, une figure graphique et bien évidemment, je réponds à vos questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 réaliserait-il un double bottom sur les 2120 points? C'est la question que je posais hier alors qu'on était en train de mettre en danger ce support. Le support a tenu, premier bon point. Les cours s'en échappent, repartent à la hausse, deuxième bon point. Et pour valider la figure, il faudra maintenant remonter vers les résistances, puis les casser. Nous n'y sommes pas, mais on est loin du scénario baissier qui aurait pu se déclencher sous les supports hier. Le CAC 40 gagne 130 points en seulement 24 heures, pratiquement 3% de hausse en ligne droite, rachat de short massif, prise d'appui sur sa moyenne mobile à 200 séances et on est reparti tout droit à la hausse. Prenons un peu de recul sur la situation. Le CAC est dans un range depuis 2 mois. À chaque fois qu'on est en haut, il échoue lamentablement. À chaque fois qu'on est en bas, on a des belles mèches basses. Eh bien, hier, on était en bas, on a fait une mèche et on est donc reparti. Le VIX perd donc 4,6%, il est à 16,26 points, signe de confiance des opérateurs aujourd'hui. Le VIX était monté pendant 3 séances, il a échoué sous les 17 points, c'est plus haut de la fin août, c'est un seuil charnière. S'il devait réaccélérer à la hausse, on ferait attention, mais sous les 17 points, c'est la confiance qui règne. Le blé casse enfin les 390 cents, résistance depuis 6 semaines. Donc pour ceux qui surveillaient les graminées, on avait parlé il y a 2 semaines, le 3 octobre pour être exact, d'éventuelles résistances que le blé, l'avoine et le maïs devaient dépasser pour accélérer. L'avoine est partie en premier, le maïs a suivi et le blé est venu enfin. L'or met en danger les 1250 $, fil du rasoir pour la suite. Cela fait à peu près une semaine que je vous explique que l'or est effectivement sur un support à 1250, mais que l'appétit pour le risque des opérateurs et la hausse du dollar mettent en danger le métal jaune. On a donc des petites réactions sur support, sur 1250, 1260. Mais on est loin d'un retournement, l'analyse technique est baissière et donc si le support venait à céder à un moment et qu'on avait de nouveau des ventes sous ce seuil, ce ne serait guère étonnant. Et puis l'AUD-USD gagne 140 pips depuis le support identifié à 0,75. C'était il y a 2 jours. Je vous ai indiqué le bas des canaux haussiers sur l'AUD-USD et le NZD-USD. Je vous ai expliqué que l'AUD était le plus fort. L'AUD a tenu son support. Il est reparti à la hausse à pleine vitesse, tout comme le CAC ces 24 dernières heures. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on voit quoi? Eh bien, on voit que les bancaires mènent la danse. BNP, Deutsche Bank, Banco Santander, Sogé,
Espagne, Allemagne, France, c'est la hausse qui l'emporte. Et vous voyez les baisses. Les baisses, c'est du moins 0,0305%. Donc ce sont des baisses ridicules. Ça veut dire que 90% des titres de l'Eurostoxx sont en hausse et que très peu sont en baisse. On est vraiment dans une grosse séance d'appétit pour le risque. Concernant les statistiques passées depuis la matinale, on a eu les ventes au détail aux États-Unis qui sont ressorties supérieures aux attentes à 0,5 contre 0,4 attendu. Et puis les prix à la production, pareil, 0,3 au lieu des 0,2 attendus. Cela a fait monter un tout petit peu le dollar à très court terme. Le dollar reste fort, il reste soutenu, néanmoins il ne monte pas beaucoup plus. La raison en est simple, ça fait 15 jours qu'il monte en ligne droite et donc les opérateurs prennent des bénéfices avant le week-end. Le chiffre du jour, c'est 10 000. 10 000, c'est le nombre de postes de plus que Deutsche Bank pourrait supprimer. En effet, Deutsche Bank a déjà supprimé 10 000 postes. La banque pourrait encore en supprimer 10 000, soit 20% des effectifs en tout, selon Reuters. Côté US, 3 banques ont publié, JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo. Eh bien, les 3 ont dépassé les attentes. JP Morgan dépasse les attentes au troisième trimestre avec un bénéfice en baisse de 7,6%. Donc je vous ai choisi cela pour bien vous montrer que la banque fait mieux, mais que son bénéfice est en baisse. Gardez-le en tête. Citigroup a publié un bénéfice par action supérieur au consensus et Wells Fargo a publié un bénéfice un tout petit peu supérieur au consensus. Donc gardez bien en tête que les banques font mieux. C'est une bonne chose pour le secteur bancaire et pour les indices. Mais gardons en tête aussi qu'elles font mieux que les attentes. Et les attentes, c'était parfois des baisses de bénéfices. HP a présenté ses perspectives 2017, donc on verra l'accueil des marchés au titre dans les premiers échanges. Et puis McDonald's annonce 130 millions de dollars de restructuration qui seront imputés au chiffre du T3 publié bientôt. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, vous pouvez voir qu'on a eu un rebond sur certaines valeurs pharma comme Tenet Healthcare. On a aussi Range Resources, donc toujours matériaux de base qui sont recherchés. Dans les baisses, c'est bizarre, on a aussi des ressources et on a aussi Cabot Oil and Gas Corporation. Peut-être que le titre a publié et que cela a pesé sur les cours. En tous les cas, pour le secteur en général du pétrole, du gaz et des matériaux de base, eh bien, c'est la hausse qui a pris le pas depuis 24 heures. Et puis, pour finir, voici une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets en données journalières sur le Dow Jones. J'aimerais que vous apportiez une grande importance à ce graphique, mais surtout au concept que j'essaye de vous apprendre. En tant qu'analyste technique, je fais tout ce que je peux pour pouvoir vous montrer des figures, parfois même détectées par la plateforme. Je fais en sorte de vous apprendre les figures d'analyse chartiste qui ont de très bons taux de réalisation. Le fait est qu'une figure chartiste n'est validée que si les cours sortent par le haut ou par le bas en cours de clôture. Or, mercredi, je vous disais qu'on était pile poil sur le support et qu'il ne cassait pas. J'avais utilisé le titre plus de peur que de mal. Jeudi, on était sous le support. Mais de nouveau, je vous ai montré ce triangle et je vous ai dit attention, si on ne le casse pas en clôture, ce sera un faux signal et on repartira dans l'autre sens. J'ai aussi publié de nombreux graphiques sur Twitter montrant qu'on avait ici un double bottom potentiel et que peut-être que cette consolidation depuis l'été n'était qu'un moyen de revenir chercher des supports avant d'éventuellement repartir dans le sens de la tendance de fond qui est haussière. Donc comprenez bien l'importance des informations données par les cours de clôture. Comprenez bien qu'hier, le Dow Jones a démontré la pertinence de son support à 10 000 points. Il n'a pas clôturé en dehors de la figure. La probabilité de ce triangle, est-ce qu'elle est plutôt baissière ou haussière? Eh bien, tout dépend de la tendance de fond et la tendance de fond, elle est haussière. Donc la probabilité de sortie de ce triangle est supérieure à la hausse qu'à la baisse. Ayant eu un piège hier sur les marchés, si vraiment on devait repartir à la hausse, il se pourrait qu'on reparte à la hausse tout aussi vite que l'on a baissé, car maintenant les vendeurs vont racheter leurs positions et les acheteurs vont peut-être chercher à enfoncer le clou. Donc encore ici, un bel exemple de l'analyse technique quand on s'en sert comme il faut. On commence donc cette analyse graphique par le S&P 500.
Et donc hier, je vous montrais ce support à 2120 points, les plus bas de la mi-septembre. On a dit qu'il ne fallait pas les casser. Puisqu'on ne les a pas cassés, j'évoquais un double bottom. Et pour valider un double bottom, il faut qu'après une belle réaction sur support, les acheteurs tentent de prendre la main. C'est exactement ce qu'il est en train de se passer. Et maintenant, peut-être que les cours vont de nouveau se diriger vers résistance, donc vers la zone des 2160-162 points, et l'oblique baissière qui a bloqué les cours depuis un mois et demi. Donc en gros, à court terme, les vendeurs ont perdu la main, les acheteurs ont repris la main. On pourrait même aller chercher les résistances. À moyen terme, je ne sais pas dans quel sens on va sortir de cette figure, mais au vu des fondamentaux actuels, au vu de la tendance de fond, c'est la hausse qui pour l'instant persiste et signe. Donc voilà, si on devait avoir des mauvaises nouvelles ce week-end, ouvrir en baisse, revenir vers les supports, les mettre en danger, là, je changerai de fusil d'épaule, je ferai très attention, je serai prudent. Mais pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que les opérateurs sont passés baissiers alors qu'on était pile poil sur un support et c'est la raison pour laquelle on repart d'autant plus vite et c'est juste magnifique. Concernant le 440, j'ai fait une émission ce matin et pour blaguer, je disais qu'on pouvait continuer et qu'on pouvait encore accélérer cet après-midi, aller beaucoup plus vite. J'ai même fait un sondage sur Twitter pour demander quand est-ce qu'on atteindrait les 4500 en oubliant de mettre l'option avant 17h. Donc vous voyez qu'on a fait 4497 au plus haut, on va peut-être toucher les 4500. Plus sérieusement, le but n'est pas de blaguer, c'est juste de vous montrer qu'on est dans un triangle. À chaque fois qu'on approche de la borne haute, ça vend. À chaque fois qu'on approche de la borne basse, ça paye. Hier, je vous ai montré pile poil cette oblique qui passait par les plus bas, plus la moyenne mobile à 200 jours, c'était un cluster de support. On est remonté progressivement en fin de séance. En début de séance ce jour, on a cassé les 4430, c'était un breakout haussier du plus haut de la veille, c'était un signal supplémentaire. Ensuite, on s'est stabilisé autour de 4460, puis on en a remis une couche pour aller chercher les 4500. Donc vous voyez que le 440 est un peu plus fort que le S&P, il est déjà sur ses plus hauts. C'est pour ça que si le S&P se met à hésiter, peut-être qu'on va avoir un CAC qui va de nouveau se chercher dans la zone des 4500-4520, qui est une zone de résistance. Mais si à terme on arrive à sortir par le haut des 4520, on pourrait revoir les 4550, voire les 4600. Bien évidemment, je ne vais pas vous parler de scénario haussier fort alors qu'on arrive sous résistance. Il faut être pragmatique. Donc, j'étais factuel sur support ici, je serai factuel sous résistance là, et donc prudent. Mais pourquoi est-ce qu'il est plus facile d'évoquer un scénario haussier que baissier ? Eh bien tout simplement parce que fondamentalement, il n'y a pas de mauvaises nouvelles en ce moment et techniquement parlant, on est dans une tendance haussière depuis 3 mois et on est dans une tendance haussière depuis 1 mois avec à chaque fois des points bas qui sont de plus en plus hauts et qui montrent que les opérateurs ont de l'appétit pour le risque. Donc voilà pour la partie sur les indices. Concernant les actions US, si on regarde le petit palmarès que je suis en train de me concocter, vous pouvez voir qu'on a 90% des titres que j'ai suivis ici qui sont en hausse. Ce sont des hausses faibles, mais ce qui est important, c'est qu'on a réagi sur des supports. Souvenez-vous du titre Amazon. Hier en séance, on allait peut-être casser le support et puis on est revenu au-dessus du support en séance. Donc Amazon est dans une belle tendance haussière. Si on avait cassé le support, on aurait donné un signal baissier, mais le support a tenu en cours de clôture, donc les acheteurs gardent la main dans le sens de la tendance. Apple, ça reste haussier. Chandelier de consolidation hier, on repart dans le sens de la tendance. Facebook a fait son petit test de la MM50 et de son support horizontal à 126,80 et on tient bien. Twitter, c'est spéculatif, c'est particulier, c'est pour ça que le graphique est un petit peu un gruyère, mais il faudra suivre dans les séances à venir si les rumeurs de rachat reprennent. Netflix, qui avait donné un signal haussier début octobre, est revenu chercher son support et se stabilise. Illumina, le titre qui avait beaucoup baissé, qui était revenu proche de son support, pour l'instant, on va dire, digère le gap baissier qu'il y a eu suite à ses résultats. Et puis Alcoa, dont je vous ai parlé hier, je vous ai dit qu'on était pile poil sur un point extrême les plus bas du mois de mai, et que si les US arrivaient à clôturer à l'équilibre, eh bien, le titre pourrait tenir son support. C'est ce qui s'est passé. Tant qu'on est au-dessus des 26,30, 26,50, eh bien, les espoirs haussiers restent entiers. Ensuite, on va parler des matières premières.
Alors Paul me dit que l'indice de confiance du Michigan vient de ressortir à 87,9 alors qu'on l'attendait à 91,8, donc le chiffre n'est pas bon. Pour autant, j'ai pas l'impression que ça fasse forcément retomber les indices très nettement. Je crois, Paul, que la semaine est terminée, la semaine est faite. On est allé un peu haut, un peu vite sur le CAC, on peut consolider sous 4500. Sur le S&P, dès les premiers échanges, on était déjà ici à 2145 alors qu'hier on était à 2115. Donc on a pris quand même 300 points sur le SP. Il faut savoir lui laisser digérer quand même ce mouvement. Paul, souvenez-vous de ce qu'on a dit ce matin dans la matinale. Vous me disiez est-ce qu'on peut continuer, et on a sacrément continué. Donc c'est surtout dans les situations où il y a un faux signal baissier puis une relance où les mouvements sont particulièrement violents. Ensuite, sur les matières premières. Le sucre est toujours en consolidation dans son range, on en attend la sortie. Le jus d'orange a cassé son support hier et il continue d'être baissier. On était haussier, ensuite on est passé neutre et là il est passé baissier en ayant cassé son support. Le pétrole, il est sous ses plus hauts annuels, il consolide. Hier, il était soutenu par les stocks. Là, on était pile poil à 51 tout à l'heure. On était sous les plus hauts annuels. Il est normal, légitime que certains prennent des bénéfices avant le week-end. Le café Robusta, il est haussier dans un canal haussier et très puissant. Il faudra voir si, à l'approche de la borne haute de son canal, il réagit comme il l'a fait 3 fois par le passé, c'est-à-dire en refluant très nettement sous ce dernier, ce qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Ensuite, le blé, enfin, il est sorti, il a cassé sa zone de résistance et il a réalisé donc quelques pourcentages de hausse. On est passé de 380 à 406, donc 20 cents, il a pris 5% en l'espace de 48 heures. Ce que j'expliquais ce matin dans la matinale, c'est que maintenant qu'on a cassé une résistance, la résistance, les 391, 392, fait support. Et le prochain objectif graphique, c'est la zone des 426. Donc, tant qu'on est au-dessus de 392, on pourrait revoir les 426. Sur le maïs, c'est à peu près la même chose. Voilà, on a une hausse progressive. Donc, l'objectif théorique du maïs, si on prend la hauteur de la consolidation précédente et qu'on le reporte à l'ETE, l'épaule tête-épaule inversée qu'on a là, ça donne un objectif graphique vers 360. Donc voilà, il y a une partie du potentiel haussier qui a été épuisée et il en reste encore potentiellement une partie selon l'analyse technique. Concernant l'or, on est donc sur les 1256. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a eu des chiffres US, ça a fait monter le dollar un instant, ça a fait baisser l'or vers support, mais les opérateurs optent pour des prises de bénéfices en fin de semaine sur le dollar. C'est ce qui permet à l'or de tenir son support. Donc comme je vous le disais, on peut travailler support, on pourrait même tenter un rebond technique vers 1270, 1275. Mais à court terme, tant qu'on ne casse pas de résistance très nettement, tant qu'il n'y a pas un chandelier massif de retournement, c'est baissier suite au signal donné la semaine dernière par la cassure des 1300 dollars. Concernant le riz, il est toujours dans son triangle et il vient de retester la borne haute du triangle aujourd'hui. L'important, c'est qu'il arrive à passer en force au-dessus des 10,30, 10,35. Tant qu'on est dessous, c'est dans un triangle. Si on passe au-dessus, ce sera un signal validé. Voilà pour les matières premières. On passe aux devises. Pedro m'a posé plusieurs questions sur l'euro-dollar et le dollar. Alors, le dollar, il est ici. Il est haussier. Hier, prise de bénéfice. Et aujourd'hui, il a bien tenu. D'ailleurs, il est retourné chercher ses plus hauts tout à l'heure avec les ventes au détail. Et là, il redescend un petit peu, je suppose, avec l'indice de Michigan. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il est haussier à moyen terme. Haussier à moyen terme, ça veut dire qu'à moyen terme, on aura plus de chances en vendant des paires contre le dollar qu'en achetant des paires contre le dollar. Après, à court terme, tout est possible. Le dollar pourrait très bien consolider et revenir chercher les zones de prix qu'il a cassées ici, avant éventuellement de repartir à la hausse. Alors j'entrevois difficilement une consolidation aussi puissante, il faudrait pour ça vraiment des mauvais chiffres américains, mais voilà, je veux juste vous expliquer qu'il n'ira pas forcément en ligne droite et qu'il pourrait connaître des consolidations. Concernant les paires en dollars, je vous ai bien expliqué le concept cette semaine. Si vous êtes intéressé
pour acheter des paires en dollars, pour jouer la baisse du dollar, il vaut mieux acheter les devises les plus fortes contre le dollar. Et on a noté que les deux paires les plus fortes en dollars, donc c'est l'AUD-USD et le NZD-USD. Ce sont les dollars des antipodes. Les deux monnaies les plus faibles contre le dollar, c'est l'euro et la livre. L'euro est baissier depuis 2-3 mois et la livre elle est baissière à cause du Brexit. Donc, quand on a vu que le dollar était sous résistance hier, qu'on a vu que l'AUD était sur support, eh bien l'AUD, voilà, il a touché son support hier, il a tenu son canal haussier et il est reparti naturellement dans le sens de la tendance haussière. Donc pour ceux qui jouaient la baisse du dollar, l'AUD était absolument parfait, il gagne 160 points en l'espace de 24 heures. Le NZD, c'est la même chose en un petit peu moins puissant, il est dans un canal de moyen terme, on a vu il y a 2 jours qu'il était revenu vers la borne basse, il a tenu la borne basse et donc il a réagi positivement. Parce que le dollar était un peu suracheté à court terme, l'AUD et le NZD ont donc profité de la consolidation du dollar. Concernant l'euro, c'est différent. L'euro, il est baissier depuis déjà 3-4 mois et il est moins performant que l'AUD ou le NZD. Donc tant que le dollar est haussier, l'euro est sous pression. Si le dollar à un moment se retourne et consolide fortement, l'euro pourrait gentiment remonter. Le seul point positif que je vois à très court terme, c'est qu'on peut tracer une oblique ici qui passe par les plus bas. Voilà, on peut tracer une oblique qui passe par les plus bas depuis 6 mois, entre les plus bas de mars, les plus bas de juin et les plus bas actuels. Donc c'est ce qui me laisse sous-entendre que on pourrait avoir un rebond puisqu'on tient les indices. Ça fait 3 jours qu'on tient la zone, pour l'instant ça ne casse pas. Et en plus on vient de voir ensemble que le dollar était suracheté. Donc si le dollar consolide à très court terme, oui, l'euro peut rebondir un peu. Oui, la livre peut rebondir un peu. Le problème de l'euro, c'est qu'il rebondira moins que l'AUD et le NZD puisqu'il est moins fort. Et le problème de la livre, c'est que si à tout moment il y a une mauvaise nouvelle fondamentale politique qui tombe, eh bien, même si vous aviez raison sur le scénario de baisse du dollar, la livre pourrait baisser plus que le dollar. Donc la livre, là, elle se cherche complètement. Elle est coincée entre 1,2180 et 1,2270. J'ai tracé un triangle et elle n'a même pas voulu donner un signal en sortant de ce triangle. Donc là, on peut même considérer un petit range et attendre la sortie du range dans un de ces deux sens-là. Pour moi, la livre, elle est dangereuse plus qu'autre chose. La volatilité peut vous faire croire qu'elle est source d'opportunité, alors qu'en fait, elle est juste dangereuse. L'euro, il est baissier. À très court terme, il peut rebondir si le dollar consolide un petit peu, mais sinon, c'est vraiment pas la meilleure paire en termes de hausse contre le dollar, puisque comme vous pouvez le voir, l'euro, lui, sur la journée, il gagne même pas, il est en baisse sur la journée, mais on va dire que par rapport à son point bas, il regagne une vingtaine de points, alors que l'AUD gagne 140 points depuis hier. Voilà, donc choisissez le bon cheval. Voilà, donc des indices qui se sont fait des frayeurs et qui reviennent à l'équilibre, voire en hausse sur la semaine. Donc, conclusion, plus de peur que de mal. On verra la semaine prochaine si on arrive de nouveau à aller challenger des résistances. Mais en tous les cas, pour l'instant, à moyen terme, c'est haussier et à court terme, on a tenu les supports. C'est neutre, ça reste neutre. Gardez ça en tête. Depuis 2 mois, on est dans des ranges. Et tant qu'on ne sera pas sorti de ces ranges, ce sera neutre. Neutre veut dire quoi ? Neutre, ça veut dire que quand on arrive sous résistance, les vendeurs sortent du bois et quand on arrive près du support, les acheteurs sont là. Et qu'on n'arrive pas à sortir de ces zones de consolidation. Et bien, tant qu'on sera dans ces zones de consolidation, les ranges, soyons pragmatiques, soyons neutres et mettons à profit les niveaux techniques une fois qu'ils sont validés. Voilà. Alors Stéphane me pose une question sur l'AUD. C'est une question par rapport à l'AUD. Vous me dites, Stéphane, faut-il sortir sur l'oblique ? Alors déjà, Stéphane, je ne fais pas de conseils personnalisés. D'autre part, je ne fais pas de conseils tout court. Moi, j'en appelle simplement à votre logique. On est venu ici sous résistance, on a perdu 200 points. On est revenu sous résistance, on a perdu 200 points. On est revenu sur support, on a gagné 200 points, et ainsi de suite. Pour l'instant, les supports et les résistances fonctionnent parfaitement. Si vous avez mis à profit un support pour acheter, vous pouvez mettre la résistance à profit pour sortir. Si vous pensez par contre, fondamentalement parlant, parce que la tendance de fond est haussière et parce que vous croyez que le dollar pourrait baisser, qu'on devrait cette fois, maintenant qu'on y retourne une 4e fois, casser l'oblique,
Vous pouvez potentiellement garder votre position et puis si le dépassement se fait, vous laissez courir. Si le dépassement échoue, vous sortez avec peut-être un moindre gain. Ça, c'est vraiment du money management et ça dépend de votre profil, tout simplement. Il y en a certains qui auront acheté en bas, qui vont sortir la moitié aujourd'hui, qui ressortiront l'autre moitié là-haut. Il y en a d'autres qui vont acheter en bas, renforcer aujourd'hui, attendre de voir si ça casse là-haut et renforcer encore pour pouvoir viser la hausse. Il y en a qui vont acheter en bas, vendre en haut et continuer de jouer le ping-pong. Ça dépend et de votre profil, et de votre expérience, et de votre point de vue fondamental et technique sur la paire dans une optique de moyen terme. Sur ce, bonne chance. Georges dit, on est dans le dernier tiers. Non, effectivement Georges, on est ici dans un petit triangle, on arrive au dernier tiers, donc on devrait en sortir. Donc effectivement, il faudra suivre une éventuelle sortie bientôt. Mais encore une fois, je ne peux pas faire du conseil, je peux juste vous donner les rudiments, les règles de base de money management. Mon principal job à moi, c'est de vous parler de la UD quand on est ici et quand on est là. Et entre deux, de ne pas vous faire du blabla au quotidien alors qu'il n'y a absolument rien à dire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous remercie pour vos commentaires, vos remerciements, vos compliments. On est très contents. On est passé à 2 émissions par jour, plus les émissions spéciales, plus les webinaires éducatifs. Voilà. On continue et merci à tous pour votre suivi et votre soutien. À lundi. Bon week-end à tous.